Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour parler des problèmes actuels et ponctuels de notre société, la société congolaise. Dans ce numéro, notre focus ce sera sur les élections présidentielles et législatives qui vont se dérouler cette année si tout va bien. Pour analyse et commentaires, je suis avec un Congolais de la diaspora. Restez avec nous, Congolais d'ici et d'ailleurs, c'est maintenant. C'est un habitué de cette tranche, la qualité de ses analyses est impeccable. Son nom, Rex Mwamba. Bonjour Rex. Bonjour Jules, bonjour. Bonjour encore une fois et merci de me faire toujours confiance. Merci à tous nos téléspectateurs qui vont nous suivre sur les Congolais d'ici et d'ailleurs. Je vais me présenter encore rapidement. Je m'appelle Rex Mwamba. Je vis ici à Iowa. Et voilà, je crois que je ne suis plus à présenter dans cette émission. Très bien. Pour commencer, l'année 2023 est une année électorale en République démocratique du Congo, votre pays d'origine. Vous êtes observateur de la société congolaise. Trouvez-vous que le peuple congolais, la population congolaise est prête pour les élections de 2023 ? Merci beaucoup pour ta question. Je pense que oui, effectivement, le peuple congolais est vraiment prêt pour ces élections qui arrivent. Vous savez, nous sommes une jeune démocratie. C'est comme un bébé qui est en train de vouloir, qui suit les processus normaux, qui est en train de grandir. Et il était en train de marcher à quatre pattes à un certain moment. Maintenant, les bébés congolais commencent à, n'est-ce pas, peut-être se mettre debout, essayer de tenir les tables. Nous devons tous, comme peuple, nous devons être patients, surtout la patience. Nous faisons, pour moi, je pense que nous faisons beaucoup d'erreurs quand nous nous comparons aux pays qui sont déjà développés. Vous savez, ils ont pris beaucoup de temps. L'Amérique, c'est depuis 1800. 1700 d'ailleurs que l'État américain a été créé et nous c'est à peine. C'est-à-dire que nous devons être patients, on ne peut pas comparer les choses juste comme ça. On compare les choses qui sont similaires et nous n'avons pas le même âge d'existence, tu vois, comme État. La République démocratique du Congo est en train de grandir. Nous devons tout simplement lui donner tous alors beaucoup de chance. Oui, le peuple congolais est prêt pour les élections qui arrivent. D'accord, la RDC est une jeune démocratie, mais nous avons une certaine expérience comparativement aux autres pays du continent. Mais à chaque fois qu'on a organisé les élections en RDC, de 2006 à maintenant, on a souvent parlé des députés plutôt désignés qu'élus. Pensez-vous que la corruption est sur une pente descendante ou pas en ce moment ? Oui. Merci encore une fois pour cette question. La corruption, c'est le cancer. C'est un cancer pour chaque nation qui la pratique. Et chez nous, c'est devenu monnaie courante. Nous sommes dedans, on vit dedans. Donc, je pense que les efforts que le gouvernement congolais est en train de faire en ce moment sont des efforts à louer, à considérer et à encourager. C'est encore rien, mais nous voulons que le peuple congolais puisse comprendre que la corruption doit normalement être l'action que nous devons condamner avec la dernière rigueur. Parce que ça nous a aujourd'hui amené là où nous sommes. Si on n'avait pas pratiqué la corruption, je pense que le Congo serait au même niveau de développement que le Canada. Nous l'avons atteint ce niveau-là. Et au fond, il faut comprendre c'est quoi une corruption. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme si vous enlevez les briques de votre maison et vous allez les vendre à vos voisins pour que vos voisins construisent leur maison. C'est ça la corruption en fait. Vous sciez l'arbre sur lequel vous êtes assis. Et
les députés qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu des élections floues. Bon, moi, je ne veux pas entrer trop dans ces détails parce que je me dis que nous sommes une jeune démocratie. Nous sommes en train d'acquérir de l'expérience. Ça va aller. Vous allez voir que la législation qui vient, les choses vont un peu s'améliorer. Juste un peu. C'est bon, il faut aller. Sinon, si on ne marche pas à quatre pattes, et puis on se lève, puis on va courir, il ne faut pas sortir du ventre et commencer à courir directement. Donc, pour moi, c'est vrai, ce sont des choses à condamner, mais nous sommes une jeune démocratie. Toutes ces erreurs-là, nous apprenons d'elles et elles nous forgent. En tant que nation, je crois bien que nous allons nous améliorer. Les électeurs congolais sont pour la plupart des jeunes gens, à l'instar de la population d'ailleurs. Pensez-vous que le peuple soit si mature, assez mature pour faire des choix allant dans le sens de son bien-être? Oui ou non? Donnez-nous quelques indications, Monsieur Rex. Jules, le peuple est en train de devenir mature. Je ne veux pas dire mature. Tu sais, j'avais pris un exemple un jour. J'ai demandé à un Congolais, j'ai dit, si l'on prenait Joseph Kabila quand il est devenu président au Congo à 29 ans et qu'on l'amenait directement dans un pays comme les États-Unis où il devenait aussi président, vous pensez que Kabila allait diriger les États-Unis comme il a dirigé le Congo? Ou la corruption allait se faire au Congo comme elle s'est faite aux États-Unis comme elle s'est faite au Congo? Je crois bien que non. Pourquoi? Parce que le peuple américain est déjà très mature en politique et ça ne laisse pas beaucoup de marge aux politiciens de faire les manigances. Les institutions sont bien assises, on suit tout à la lettre, on développe la technologie pour encore plus contrôler. C'est ça. Donc, et comme je venais de le dire en mon introduction, que voilà, on ne peut pas comparer les deux choses. Nous sommes une jeune démocratie, nous nous battons, n'est-ce pas, pour évoluer. Il faut d'abord, à la base, expliquer au peuple c'est quoi les votes, c'est quoi les élections. Il faut que le peuple comprenne ça pour qu'il croie en ça. Moi, j'ai eu la chance de travailler à la CI à l'époque, en 2006. Techniquement parlant, c'est difficile de tricher aux élections. Techniquement parlant. Ce qui se passe, ça peut être des compromis. C'est-à-dire avec l'Occident, ils se mettent ensemble, ils disent, bon, voilà, faisons un semblant des élections, et puis on va prendre tel monsieur, il va devenir président de la République. Mais quand vous entrez dans la technique de l'organisation des élections, cher peuple congolais, c'est impossible de tricher. Impossible. Parce que tous les partis politiques et toutes les partis qui travaillent en interaction avec la Commission électorale indépendante sont engagés. Et ces partis-là ne partagent pas les mêmes opinions. Mais ils sont là tous pour surveiller les élections. Et si vous allez à la base, dans un bureau de vote, il y a déjà un membre de chaque parti politique accrédité par la CI dans ce bureau-là. Il voit tout ce qui se passe et il connaît les résultats des élections après. Et ça s'est fait comme ça à tous les niveaux jusqu'au Centre national de compilation. Donc c'est impossible de tricher. Donc le peuple doit croire en ces élections-là. En tout cas, la volonté exprimée des dirigeants congolais est de financer eux-mêmes les élections. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Et pensez-vous que c'est faisable, c'est réaliste? Oui, effectivement, moi aussi je suis d'avis. Je veux que la République démocratique du Congo soit capable. Elle est capable d'organiser ses propres élections. Vous savez, si vous allez emprunter de l'argent chez les gens, ils vont aussi vous donner certaines instructions auxquelles vous ne saurez pas peut-être dire non. Et ça peut compromettre les processus électoraux. Je crois que nous sommes plus à l'aise en les finançant nous-mêmes. Et nous en avons les moyens. Vous savez, nous en avons les moyens, on peut financer nos propres élections. Et bon, enfin, ce que moi je vois souvent, c'est on ne maintient pas les choses. Vous savez, on a organisé déjà 3 fois les élections, mais vous allez voir qu'à chaque élection, on achète tout.
il faut qu'à un certain moment qu'on soit organisé pour qu'on sache que les matériels que nous achetons, il y en a que nous pouvons garder, il y en a que nous pouvons jeter ou recycler. Voilà, c'est comme ça que j'ai évoqué la question que les élections aillent au ministère public. Parce que le ministère public, c'est un ministère qui est déjà organisé. Hein? Donc, ils vont juste choisir les écoles, ils mettent des ordinateurs et puis ils vont organiser des élections. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays développés. Nous n'en sommes pas encore là, mais je pense que pour moi, c'est important, c'est vraiment important que nous puissions organiser des élections par nous-mêmes et nous en sommes capables. Voilà, nous devons commencer, comme je disais, nous grandissons, nous devons commencer à prendre ou à vouloir prendre notre indépendance sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan technique, sur le plan organisation des élections et pourquoi pas création d'entreprises, d'industries modernes. Donc, et c'est ça qui va nous faire respecter dans le monde entier. C'est ça la règle, on ne peut pas passer à côté de ça, malheureusement. Les gens pourraient penser ce qu'ils veulent, mais la vérité, c'est celle-là. Vous ne devenez pas indépendant en prenant des dettes de partout. Hein. Il faut à un certain moment que la production interne commence à couvrir nos besoins. Et je me rappelle toujours de cette réflexion où j'ai dit dans la première mission que nous avons plus de 60% de ressources. Hein. Et ça, c'est beaucoup, le monde nous envie, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas profiter de ces richesses-là. C'est décevant, c'est écœurant, mais bon, on n'a pas de choix que de nous conscientiser et j'appelle toujours cette classe politique où c'est nous qui sommes avisés, donc de pouvoir travailler beaucoup sur notre mental, surtout de la population, celle qui a un plus grand pourcentage et qui n'a pas été à l'école. Elle a besoin de nous, elle a besoin de notre soutien, elle a besoin de notre expertise pour qu'elle puisse savoir quoi exactement elle va choisir, cette population. Voilà. Merci. Voilà. Une autre question qui fâche dans l'organisation des élections sur le continent africain notamment, c'est la question des observateurs. Les observateurs internationaux sont souvent accusés d'ingérence. Quelle est votre opinion à ce sujet? Oui, on peut bien accuser les observateurs internationaux. Ils font leur travail. Mais comme je te le dis, si les élections nous sommes aidés par d'autres pays pour organiser des élections, bah alors ils ont un mot à dire. Hein. Mais vous savez, comme jeune démocratie, ces choses-là ne vont pas manquer. Et la faute, moi je vais l'attribuer à nous. Vous savez, si nous sommes sérieux, si nous faisons des choses sérieusement, nous les faisons une fois, deux fois, trois fois, vous allez voir que l'Observatoire international va se taire. Pourquoi? Parce que, bon, voilà, on a observé les élections en RDC plusieurs fois. On voit que les choses se passent bien. Pour une fois qu'on ait des élections où le candidat malheureux va féliciter le candidat gagnant, qu'on ait aussi ça. Vous savez, moi, j'observe un peu beaucoup la politique africaine et chaque fois, ça me déçoit. Ça me déçoit parce que je regarde nos aînés. Parfois, je me dis, est-ce qu'ils nous aiment vraiment? Nos aînés, en politique surtout, tous ceux qui sont devenus présidents de République, est-ce qu'ils nous aiment? Est-ce qu'ils aiment? Ils ont aimé les générations qui viennent. Vous savez, quand vous êtes politicien, vous êtes un visionnaire. Vous prévoyez. Quand vous prenez le pouvoir, vous regardez qu'est-ce que je vais léguer aux générations qui viennent. Mais regardez ce qui se passe en Afrique, c'est vraiment écœurant. Vous savez, on est d'abord africain avant de devenir congolais, rwandais. On est d'abord africain. Et nous devons penser Afrique. Vous savez, si vous êtes africain, vous aurez du mal à tuer les Africains. Vous aurez du mal à faire du mal aux Africains. Vous aurez du mal à truquer les élections des Africains.
Mais quand vous devenez d'abord Rwandais ou Congolais avant de devenir Africain, c'est ça le problème. Parce que maintenant, là, vous défendez le Rwanda, pas l'Afrique. Vous défendez le Congo, pas l'Afrique. Mais si vous êtes Africain avant de devenir Rwandais, Congolais, Burundais ou Kenyan, ça et votre façon de réfléchir va être aussi différente. Parfois, nous sommes dans des débats, des plateaux, mais nous passons toujours à côté de la plaque, hein. Nous passons toujours à côté de la vérité. On se met sur le plateau pour s'accuser les uns les autres. On passe dans des plateaux juste pour montrer qui est bon, qui n'est pas bon, mais on passe à côté de l'essentiel. Tout ce que vous dites, c'est bon, mais ce que vous êtes, est-ce que garantit l'avenir des générations qui viennent? Et pour garantir l'avenir des générations qui viennent, il faut créer des entreprises. Comment? Vous allez léguer quoi? Juste une terre? Non, mais il faut régler des lois, des règles, des principes, des entreprises. Il faut régler l'économie à vos enfants. Et ces questions-là ne sont pas discutées sur les plateaux. Moi, j'ai fait ceci, moi, je suis cela, j'ai tel diplôme. Mais c'est bon. Ça fait 62 ans qu'on a eu ces diplômes. Et on n'a rien fait pour ni la RDC, ni le Rwanda. En fait, il n'y a aucun pays qui se développe, surtout dans la région des Grands Lacs. Le problème, ce n'est pas construire des bâtiments et des belles routes, mais quelle est la moralité? Quels sont les principes qu'on lègue à nos enfants? Est-ce que les enfants rwandais, prenons cet exemple, comme principe qu'on lègue aux enfants rwandais, ce sera toujours celle de tuer les Congolais pour avoir la richesse de construire le Rwanda. Mais on va exterminer l'Afrique. Est-ce que le Rwanda pourrait vivre tout seul comme pays en Afrique? Ils ne sauront pas gérer ça. Alors, ces choses-là ne sont pas expliquées. Et nos aînés, vraiment, franchement, moi, je suis déçu. Et si nous, on ne fait pas quelque chose, nous, de cette génération, nos enfants vont aussi se moquer de nous. Alors, nous devons arrêter nos petites querelles, et nous mettre au travail. On ne peut pas parler élection en République démocratique du Congo en ce moment sans parler de la loi dite Tchani. Il y a des voix qui s'élèvent pour souligner l'importance de protéger l'accès à la magistrature suprême. Est-ce que c'est une question pertinente pour notre pays? Quel est votre point de vue? Moi, je crois que beaucoup de catégories de personnes en RDC ou dans d'autres pays aussi, en Afrique ou même aux États-Unis, sont exclus à ce poste-là. La présidence de la République et même d'autres postes régaliens, des postes clés de gouvernance. Moi, je trouve que c'est normal pour qu'un pays soit... et par rapport aussi à la situation géographique que nous avons, la RDC est entourée par 9 voisins, ben, c'est compliqué. C'est compliqué, il faudrait que les lois soient bien pensées. Ce n'est pas une exclusion. Et pourquoi on va dans tous ces brouhahas? Moi, mon problème, c'est pourquoi tout le monde veut faire la politique? C'est ça le problème. Moïse Katumbi, ici, il est... Bon, les gens pensent qu'il est visé. Moi, je ne pense pas. Mais il peut devenir le Bill Gates congolais. Pourquoi pas? Est-ce qu'on a besoin d'être vraiment président de la République? Parce que si tous les présidents qui sont passés en RDC n'ont rien fait, et d'ailleurs, ils vivent une mauvaise vie après ça, parce que, bon, même s'ils sont morts, les gens continuent à les critiquer, mais pourquoi ne pas choisir d'autres voies? Le pays, on ne le dirige pas seulement en étant politicien. Il faut à un certain moment que notre peuple commence à réfléchir un peu à autre chose. Vous savez, la politique donne l'argent, la politique donne des opportunités, la politique donne des moyens, mais sous d'autres cieux, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas la politique, mais qui sont très riches, qui aident leur population. Aujourd'hui, est-ce que les gens Moïse Katumbi peut nous dire qu'il peut créer 5, 6, 15 compagnies en République démocratique du Congo? Il va plus aider le Congolais qu'en étant président. Parce qu'il est président, il ne pourra même pas faire du commerce. Il va juste être là en train de... Alors, on va revivre les mêmes choses. Alors, c'est ça. Ça crée des problèmes parce que tout simplement, on veut toujours diriger, on veut être président, on veut être ceci, on veut avoir des honneurs. Mais pour moi, je pense que beaucoup de gens sont exclus. Par exemple, ceux qui prennent la nationalité
une autre nationalité, même s'ils sont Congolais de père et de mère, ils ne vont pas diriger la RDC. Même peut-être même pas être député national. Mais ça, c'est vraiment trop sévère pour eux. Et les enfants qui ont moins de 18 ans ne peuvent pas voter. Ils sont exclus. Celui qui a 27 ans ou 29 ans, qui est plus intelligent, ne peut pas être président de la République. Mais, vous savez, on peut faire autre chose. On peut faire autre chose. Et c'est dans ça que nous voulons plus encourager les gens, la jeunesse. Et penser entreprise, penser entrepreneuriat, penser technologie. Sortons notre pays du bourbier et je crois que ça va aller. D'accord, ce sera ma dernière question. Depuis les dernières élections, l'opposition semble se limiter à des publications sur les réseaux sociaux. Les opposants semblent en déphasage par rapport à la vitesse de la République. Question directe, voyez-vous un seul opposant congolais capable de gagner les élections, capable de gagner la présidentielle? Qui et pourquoi? Merci pour la question encore une fois, Jules. Tu sais, pour moi, je réfléchis beaucoup sur la question. L'opposition, pour le moment, quand je regarde les choses d'un œil plutôt critique, je me dis que je ne vois pas un opposant qui va battre le président Tshisekedi aux élections. Ça, c'est juste mon opinion. Ça peut être le contraire. Mais déjà, les gens qui se sont réunis à Lubumbashi, ils ont tous géré. Et je ne vois pas les gens dire ça dans les plateaux. Hein? Vous savez, le peuple, on peut le voir, le trouver naïf, mais il ne sera pas naïf tout le temps. Je vois Moïse Katumbi, il a dirigé avec Kabila pendant 18 ans. Il a promis Johannesburg à Lubumbashi. Lubumbashi n'est pas Johannesburg aujourd'hui. 10 ans après, c'est à la fin qu'il se sépare. Il revient parce que le président Félix l'a fait revenir. Et puis, il va s'associer avec lui à l'Union sacrée. Et à la fin, il quitte encore. Et il ne veut pas partager le bilan. Ça ne se passe pas comme ça en politique. Martin Fayulu, il a été soutenu par Moïse Katumbi. C'est-à-dire tous les gens qui aiment Moïse Katumbi ont soutenu Fayulu aux élections passées. Et si vous voyez Matata Mponyo également, il a dirigé, il a été Premier ministre. Nous ne voyons pas des prouesses sur le terrain. Le peuple a déjà compris. Ce que moi je veux dire ici, c'est le vote. Il faut comprendre ça. C'est ça la clé au fait. Je te donne un exemple. Un parent qui est, disons, en Gandanjika ou dans un village où ils n'ont jamais vu une école. Jamais. Ben aujourd'hui, ils voient une école. Ils voient ses enfants porter l'uniforme et ils vont dans cette école gratuitement. Vous pensez que Martin Fayulu ou Matata Mponyo Moïse Katumbi va avoir quel discours pour convaincre cette maman de ne pas voter Félix Tshisekedi? L'élection est individuelle. Tout le monde est touché à un certain niveau. Il y a des gens qui sont en politique et qui ne se sont pas retrouvés au gouvernement de Tshisekedi. Ils seront contre Tshisekedi. Mais tout celui qui a été touché, il n'avait pas une route. Et la route est passée devant chez elle. Cette maman votera celui qui a amené la route devant sa maison. Vous voyez, c'est ça le problème. Et le peuple n'est pas toujours naïf. C'est vrai, on est une petite démocratie. On évolue vers le peuple, commence à ouvrir un peu les yeux. Il voit la volonté et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Mais ces choses qui ne sont pas faites, elles ne sont pas faites du fait que les dirigeants qui sont autour de notre président, qui viennent de la même société, cette société que nous venons de critiquer, la société corrompue, la société de moins de valeur, et les dirigeants viennent de cette même société. Alors ça va prendre du temps, pour que les gens puissent se ressaisir. Et nous sentons qu'ils commencent à se ressaisir. Nous avons eu des gouvernements passés qui ont fait des choses en République démocratique du Congo. Quelqu'un qui devient ministre
deux mois après, il a 5 maisons. On ne voit plus, on commence à ne pas voir ces genres de choses. Voilà, et quand vous voyez comment les gens réfléchissent, moi, ça me fait perdre confiance parfois à des dirigeants que nous avons. J'ai suivi, je vais juste donner un exemple, j'ai suivi à la visite du pape en RDC, le cardinal était en train de dire au pape que la population qui est en face de vous, elle souffre et elle meurt, elle a la souffrance, elle souffre dans sa chair. Ben moi, j'ai fait une analyse, je me suis dit, l'Église catholique, elle a la responsabilité sur l'éducation, elle a la responsabilité sur la moralité. Et la plupart, je dirais même 80 ou 90% des politiciens congolais sont catholiques ou ont été catholiques. La charge sur l'éducation, c'est-à-dire l'éducation scientifique et la moralité vient de l'Église catholique. Alors, si ceux qui sont au pouvoir, qui ont été formés par les catholiques, ont échoué, c'est que l'Église a échoué avant. Pour moi, cette annonce-là, devant le pape, c'était s'accuser soi-même. Parce qu'on a cette responsabilité-là. Vous allez voir que le président Félix Tshisekedi, d'ailleurs, dernièrement, il est allé voir son professeur qui était un abbé, qu'il a reçu. Donc, il vient de l'Église catholique, formé par cette Église. Alors, comment vous pouvez former quelqu'un quand cette personne devient responsable de la République et il gère mal, vous jetez la faute à qui? C'est ça la question le problème fondamental de la République démocratique du Congo. On est perdu. On est perdu. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde prenne sa responsabilité. La responsabilité de l'Église, elle est énorme. Énorme. Vous allez voir qu'aux États-Unis, c'est l'Église qui a travaillé. Ce sont ces gens qui étaient frustrés avec ce qui s'est passé en Europe, qui sont venus ici, mais ils sont venus comme des chrétiens. C'est comme ça que la corruption aux États-Unis, ça ne marche pas. C'est pas pour les petits peuples, ce n'est pas monnaie courante. On ne va pas dire qu'elle est quasiment, inaperçue, mais il y a la corruption ici aussi. Mais chez nous, ça a dépassé les bornes. Vous voyez, ça a dépassé les bornes. Pourquoi? Parce que les valeurs chrétiennes, nous ne les pratiquons pas. On a beaucoup d'églises et l'Église devait travailler sur la moralité. Et vous allez voir et être d'accord d'ailleurs avec moi que toutes ces églises qui sont, la plupart, je ne dirais pas toutes, mais beaucoup d'églises qui sont en RDC sont construites par des politiciens, des gens qui voient l'argent du peuple. Vous dites que, en fait, les sondages ou bien les facts, les réalités disent que nous avons 93% de chômage, mais ceux qui construisent travaillent au gouvernement. Voilà, c'est la question que nous devons nous poser. Et merci Jules de m'inviter encore. Merci à tous nos téléspectateurs. Je vous dis bonsoir chaud. Voilà qui est bien dit. Merci Mr. Rex d'avoir accepté de disposer de votre temps pour parler de ce qui nous est cher à tous, la République démocratique du Congo, notre pays. Merci à vous également de nous avoir suivis. Nous revenons très vite avec de nouvelles matières. Ciao.